Merci beaucoup à nos équipes mobilisées sur le terrain. C'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus sur LCI. Avec aujourd'hui cet enjeu déluge de feu sur Kiev, le réveil de Poutine, la bête blessée. S'est-elle en effet réveillée? Nous vous racontons ce qui est tout simplement la pire attaque sur la capitale ukrainienne depuis le début de la guerre. Frappe dans le ciel de Kiev, hélicoptère qui tente d'éteindre les flammes, habitants dans le métro, secouristes dans les décombres. Vous verrez que ce qui impressionne, c'est pas juste l'ampleur des frappes, c'est aussi la nature des missiles utilisés, c'est toute la gamme russe qui a été, ou presque, déployée. Des jours, vous le savez, qu'on s'interroge sur un Poutine qui serait à genoux, presque le chant du cygne. Mais voilà, avec ces frappes, gestes désespérés ou réelles démonstrations de force, n'est-ce que le début de la vengeance? Autre histoire avec nous, c'est celle d'un mastodonte russe des mers qui réapparaît, celle de l'amiral Nakhimov. Il sort des cales après y avoir passé 30 années. Il détient le plus important arsenal pour un navire de guerre. Alors, pourquoi le sortir maintenant? Quel message et quelle utilité? Vous verrez que ça se tend en mer, navire de Greenpeace repoussé, méthanier armé, navire fantôme aussi. Et tiens, puisque je vous parle de flotte fantôme, vous verrez également comment la Russie l'a utilisé pour envoyer des drones, espionner des sites nucléaires en Europe. Comment Trump va-t-il se positionner face à cette accélération de l'histoire? On va voir ça ensemble. Mais le président américain, il en connaît une personnellement d'accélération, celle de l'explosion de sa fortune entre biens immobiliers, terrains de golf à plusieurs millions de dollars, investissement dans la crypto-monnaie. En 2 ans, sa fortune a presque triplé. Ça aussi, on va en parler. Mais d'abord, le grand dossier déluge de feu sur Kiev, le réveil de Poutine. C'est parti. Écoutez, regardez. La Russie continuera d'augmenter la pression sur le régime de Kiev afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce matin, lors de son briefing quotidien au commandant suprême en chef, le chef d'état-major général a rendu compte des résultats d'une vaste frappe de représailles menée par les forces armées russes contre Kiev. Des frappes qui, bien entendu, ont visé exclusivement des installations militaires ou paramilitaires. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Samantha Benbern. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Merci beaucoup à l'amiral Alain Coldefy d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes ancien inspecteur général des armées. Bonjour à vous, Lucas Manger. Ravi bien sûr de vous retrouver. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Xavier de Giacomoni, merci également d'être là, bien Bonjour, sûr, Anne. Éditorialiste international LCI. Et nous serons dans quelques instants avec Alain Bauer, qui sera notre invité spécial aujourd'hui. On le retrouve dans quelques instants. Je voudrais vous montrer pour commencer ces quelques images de Volodymyr Zelensky qui s'est rendu dans le centre de Kiev sur le site des frappes dans les décombres. Jour de deuil demain d'ailleurs dans la capitale. La ville aurait subi l'attaque la plus massive de l'ennemi, une dizaine de morts, un nombre important de blessés. Les images de frappes, de dégâts, la terreur. On voit cela ensemble, Lucas Manger, je vous emmène avec moi. Alors Lucas, les images de cette attaque sont impressionnantes et elles montrent, on peut le dire, l'enfer qui s'est déchaîné sur la capitale ukrainienne. Oui, c'est un enfer comme les Ukrainiens, en tout cas à Kiev, n'en avaient pas connu depuis le début de la guerre. L'attaque, les premières explosions se sont fait entendre autour de 21h30 et ont duré toute la nuit. Des dizaines de drones, des centaines de drones, des dizaines de missiles. Pour mesurer la puissance des explosions, on va regarder une séquence qui a été filmée par sa fenêtre par un habitant. C'est celle-ci, on voit les flammes qui commencent à... Je crois qu'on peut écouter même la séquence. Je vous propose qu'on le fasse. Oui, on va, avec plaisir. Regardez. Mètres. Et donc ça, dites-nous. C'est à quelques centaines de mètres de là où est effectivement cet habitant, donc c'est dire que c'est vraiment dans le centre de Kiev. Les frappes ont visé le centre-ville, des zones résidentielles, une trentaine de sites civils ont été touchés, tous les quartiers de la capitale quasiment. Ce qu'on voit là, ce sont des images vraiment du centre de la capitale et d'un hôtel, le City Hotel, qui est un hôtel dans lequel résident notamment parfois des étrangers, des journalistes, moi j'y ai été, qui est tout près de la place de l'Indépendance. C'est un hôtel 5 étoiles de Kiev. Et puis on va voir des dernières images qui montrent un immeuble qui s'est effondré. Ça c'est au petit matin ce matin, peu de temps avant la visite de Volodymyr Zelensky qu'on vient d'entendre dans ce quartier.
Pour les habitants de Kiev, pourtant malheureusement habitués, ça a été une nuit de terreur très particulière, Lucas. Certains le disent comme ils n'en avaient jamais connu. Mais oui, et pourtant Zelensky avait prévenu, mais même s'il prévient parce qu'ils ont des informations, des renseignements qui leur permettent de savoir un peu à l'avance l'ampleur des attaques. Donc Zelensky et le maire de la ville avaient dit attention, la nuit va être terrible. C'est ce qui s'est passé. Ces images qu'on voit, elles rappellent celles du début de la guerre. C'était encore pire la nuit dernière. C'est apparemment un triste record. Il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont trouvé refuge dans le métro, dont presque 5 000 enfants qui ont passé toute la nuit dans sur ces immenses quais du métro de Kiev, qui est à peu près l'endroit le plus sûr. Et ils ont bien fait, parce que malgré cela, le bilan est très lourd. Alors, le dernier bilan de l'agence France-Presse cet après-midi est de 21 morts et presque 90 blessés, mais c'est évidemment un bilan qui va évoluer. Là, ce qu'on voit, c'est une femme qui est sortie des brancards, des décombres, excusez-moi, sur un brancard, et les secouristes qui sont à l'œuvre. On va écouter le témoignage de femmes ukrainiennes qui ont été victimes cette nuit de cette attaque dont on dit que c'est vraiment la plus grande attaque menée depuis le début de la guerre. La peur. J'ai prié tous mes amis disparus, j'ai prié Dieu, j'ai prié tout ce qui pouvait l'être. J'ai juste prié pour réussir à atteindre l'abri. Que peut-on ressentir à ce moment-là? Je pensais que c'était mon dernier jour, honnêtement. Je me retrouve sans appartement, seule, avec mon enfant. Mon appartement vient de partir en fumée à cause de Poutine. Merci beaucoup Lucas Manger. On va prendre la direction de Kiev. Pour vous retrouver, vous êtes sur place, Clara Marchaux. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Clara Marchaux, vous êtes au milieu des décombres. Expliquez-nous, décrivez-nous ce que vous voyez autour de vous. Oui, vous le voyez, surtout derrière moi, ces décombres. C'est le lieu où il y a eu la plus grosse frappe hier soir dans la nuit. Comme vous le voyez, les secouristes essayent encore de chercher des gens dans les décombres. Il y a énormément de poussière ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, il y a beaucoup de bruit. Et à côté de moi, vous voyez, je vois des habitants qui sont juste à côté de moi et qui attendent, essayent de savoir est-ce qu'ils vont retrouver quelqu'un parce qu'il y aurait encore des gens sous les décombres. Donc voilà, c'est ça en fait après cette nuit d'horreur qui attend les habitants de la capitale, c'est attendre et à savoir si les gens ont survécu ou pas. On parle aujourd'hui à cette heure-là 21 morts. Merci beaucoup Clara Marchaux. On se retrouve dans quelques instants. On va parler aussi de cette affaire d'un centre de commandement ukrainien qui aurait été touché. Ça fait grand bruit. On en reparle dans un instant. Mais la question, elle est celle-ci. Samantha de Bendern, la bête blessée, comme je le disais en introduction, qui est Vladimir Poutine, que serait Vladimir Poutine, s'est réveillée? J'ai pas envie de l'appeler une bête blessée, c'est une bête qui est attaquée et qui se fait mordre par celui qui l'a attaquée. Poutine a visiblement envie d'intensifier les frappes sur l'Ukraine. Il utilise l'excuse que c'est en réponse aux frappes ukrainiennes sur la Russie. Mais bon, il n'y avait pas de frappe ukrainienne sur la Russie en février 2022 quand il a commencé à bombarder Kiev. Donc on va vraiment mettre ça de côté. Poutine est sous une pression qui s'intensifie parce qu'il n'arrive pas à ses buts de guerre. Son but de guerre, alors on ne peut que s'imaginer ce qu'il est. Celui qu'il exprime maintenant, c'est au moins d'avoir les 4 régions qu'il a officiellement annexées sous son contrôle. Kiev refuse de plier. Il faut savoir que dans quelques jours, il y aura le sommet de l'OTAN à Ankara. Est-ce qu'il espère qu'en agissant ainsi, il va faire peur aux Européens, qu'il va faire peur à Trump pour que Trump fasse une pression sur les Ukrainiens pour négocier? Je crois qu'il a mal compris les Ukrainiens, qu'il a mal compris la détermination des Européens aussi à ne pas céder, et qu'il a mal compris aussi ce qui semble être, alors je dis ça avec des gants parce que Trump change d'avis autant que le vent change de direction, mais pour le moment, le président américain semble être plus tourné vers l'Ukraine. Mais visiblement, pour Vladimir Poutine, c'est un désir de montrer à ses concitoyens qu'il ne laisse pas les attaques sur Moscou et Saint-Pétersbourg sans réponse. Pour vous donner un peu plus la mesure de l'attaque de la nuit dernière, je voudrais vous montrer ces images aériennes qui ont été filmées par un drone de destruction d'habitations, ces toits soufflés. Amiral, je me tourne vers vous. Pour vous, ce n'est que le début de la vengeance de Poutine qui s'est vu quand même pas mal humilié ces derniers jours. Oui, bien sûr, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit,
les Ukrainiens, en attaquant le pétrole, en gros, la distribution d'essence, a vu sa population réagir un petit peu, et je pense que ça, il a été obligé de reconnaître qu'il y avait une certaine pénurie, ou une pénurie certaine, et ça l'a sans doute un peu choqué, parce qu'il vit dans un environnement, bien sûr, où on lui cache les choses. Donc, il a eu le temps de reconstituer les stocks, parce que les stocks de missiles sophistiqués, très chers, il n'en a pas des cents et des cents, donc il a reconstitué son stock, une partie de son stock, qu'il emploie dans des attaques contre la population, parce que bien sûr, ce qu'a dit le porte-parole, objectif militaire, c'est un mensonge éhonté. C'est ahurissant de voir comment ils peuvent continuer de mentir de cette façon. C'est contre les populations, et ils n'arriveront à rien. Ils n'arriveront à rien parce que la population ukrainienne va souffrir encore plus, mais il n'est pas dit que Poutine puisse continuer longtemps avec ce type d'armement, bien qu'il soit mis en économie de guerre depuis 4 ans. Ça, c'est mon appréciation personnelle. Le fait de cibler des civils, les Ukrainiens ciblent des raffineries, des centres stratégiques en profondeur. Lui, il cible des civils. C'est un aveu de faiblesse. Et pourquoi pas d'autres cibles ? Pourquoi ne répond-il pas de la même manière ? Parce que depuis le début de la guerre, Vladimir Poutine frappe des civils. Sa stratégie est d'imposer une forme de terreur et de terroriser la population ukrainienne en espérant qu'elle capitule et qu'elle rende les armes. La Russie ne s'est jamais embarrassée de cette question de savoir si elle frappait des installations militaires. Bien sûr, elle frappe des installations militaires ukrainiennes régulièrement, mais elle ne s'est jamais empêchée. Ce qui a changé cette nuit par rapport à des frappes qui ont déjà eu lieu à Kiev, mais sur d'autres villes, sur Dnipro, sur Kramatorsk, c'est l'ampleur. Là, il y a visiblement la volonté d'écraser, de terrifier et de se dire peut-être que comme ça, les Ukrainiens vont comprendre et qu'ils vont capituler. C'est, comme le disait Samantha, absolument mal les connaître. Ils ne capituleront pas. Et j'allais dire au contraire, c'est-à-dire que à la brutalité des frappes russes, on va voir comment Zelensky ripostera. Il a dit qu'il promet qu'il va riposter. Pour l'instant, les Ukrainiens n'ont jamais ciblé de civils et ciblent, eux, des installations militaires. Il y a eu des morts civiles dans des frappes côté russe, mais les Ukrainiens frappent des installations militaires ou énergétiques. Amiral, je vous demandais si ce n'était que le début de cette vengeance poutinienne. Et on vous a écouté un peu plus tôt, vous avez estimé que les centres de pouvoir de Kiev, ukrainiens, pourraient bientôt être visés. Je voudrais juste rappeler qu'effectivement, on en avait parlé dans cette émission, il y a eu une alerte qui disait que effectivement, ces centres de pouvoir que vous voyez là précisément sur cette carte pourraient être dans le viseur assez rapidement de la Russie. Donc vous estimez que ça, c'est potentiellement le coup d'après pour Poutine ? Alors c'est vraisemblablement dans le ciblage, comme l'ont dit des Russes, mais il n'est pas dit que depuis le temps, les Ukrainiens ne soient pas disposés de solutions alternatives. Dans tous les pays européens ou américains, on a ce qu'on appelle les PC2 d'évolution, de secours, etc., qui font que l'objectif principal peut être atteint, mais on est capable de commander à partir d'un autre endroit, tenu secret un certain temps, avec tous les moyens nécessaires. Donc je pense que, oui, bien sûr, ça fait partie des objectifs, mais comme le disait à mon voisin, pardon, je reconnais plus votre prénom. Il n'y a pas de souci, Lucas. Lucas, voilà. J'ai pas l'habitude de donner les prénoms. Poutine veut terroriser. Moi, mon sentiment, c'est qu'il n'a pas les moyens de continuer longtemps. Voilà. Des drones, oui, mais des missiles tels que ceux qu'il a utilisés, à mon avis, il n'a pas en réserve énormément. Voilà, c'est juste mon avis. Sur les centres de pouvoir, Lucas ? Oui, vous savez, le City Hotel dont on parlait tout à l'heure, c'est tout près des centres de pouvoir. Tout ça, c'est vraiment l'hypercentre de Kiev. Donc en frappant ces zones-là, il frappe à quelques centaines de mètres de l'endroit où normalement est Zelensky. Il est évidemment pas tout le temps, et d'ailleurs, il est revenu en urgence hier de Dublin pour être là, mais effectivement, les Ukrainiens s'attendent depuis des mois et des mois à ce que le Parlement, la présidence, les sièges des ministres soient frappés. Mais là, est-ce que les tirs ont été parfaitement ajustés ou pas ? En tout cas, c'est le centre, et donc le centre du pouvoir de Kiev, qui est visé par les Russes. Pour l'instant, c'est pas encore tombé sur la présidence, mais là, c'était vraiment pas loin. Alors, il faut qu'on parle de cet hôtel, parce que la musique qui monte, c'est de dire que c'était en réalité un centre de commandement ukrainien qui a été touché, abritant des mercenaires étrangers. Je sais que vous connaissez le lieu par cœur. Lucas Manger, vous y avez résidé pas mal de temps. Il vous tenait à cœur d'ailleurs cet endroit-là. On va en reparler avec vous, mais je prends la direction de Kiev pour retrouver Clara Marchot. Expliquez-nous, quand sait-on et qu'en dit-on du côté de Kiev précisément ? Oui, alors je suis désolée, je voulais vous parler du centre de commandement, mais en fait je vois que des corps sont en train d'être sortis des décombres, et donc
ou en tout cas une civière. Et à côté de moi, on voit j'ai des voisins qui sont en larmes, des proches qui attendent depuis ce matin pour voir si leurs familles sont là. Donc c'est assez émouvant et difficile comme moment. J'essaie de m'éloigner un petit peu. Concernant le centre de commandement, j'ai été ce matin à côté du centre et effectivement, c'est un hôtel qui n'a rien de militaire. Je sais que certains confrères et consoeurs journalistes y dorment parfois. C'est pas un hôtel qui est une cible en fait. Deuxièmement, en voyant les dégâts sur place, on voyait en fait que c'était surtout le toit de l'hôtel qui avait été touché et que donc très probablement, vu les dégâts qui n'étaient pas très massifs, en fait c'était surtout un incendie et le toit qui était abîmé. C'était peut-être des débris qui sont tombés pendant une interception. Donc on n'a pas l'impression que l'hôtel a vraiment été ciblé. Donc ce qui montre bien que ce discours de Moscou est totalement un discours de propagande pour justifier des frappes qui en réalité ne sont pas du tout précises et touchent tout le temps des civils et terrorisent la population civile en Ukraine. Merci beaucoup Clara Marchot, merci, précieuse sur le terrain. Vous assistez à des scènes terribles bien évidemment et on voit bien que le bilan pourrait augmenter suite à ces frappes de la nuit sur Kiev, je le rappelle, les plus importantes depuis le début de la guerre sur la capitale. Lucas, oui, vous avez la parole. Donc ce centre, vous le connaissez, cet hôtel, oui. Et dont on dit la musique qui monte, c'est que ce sera un centre de commandement. C'est une musique bien orchestrée pour essayer de faire croire que c'est de la désinformation totale. C'est un hôtel dans lequel, tout ce qui est plus classique, avec un restaurant, un petit bar à l'entrée du restaurant qui donne sur la rue. Je précise quand même que cet hôtel est en face d'un hôpital. De l'autre côté de la rue, c'est un hôpital. Donc la zone qui est touchée est particulièrement sensible d'un point de vue des civils. Et c'est un hôtel. Je n'ai jamais vu d'autres militaires ukrainiens que des militaires qui venaient pour des rendez-vous avec des journalistes ou avec des diplomates occidentaux, ce genre de choses. Il n'y a absolument pas de centre de commandement. Il y a un abri sous l'hôtel dans lequel j'ai passé plusieurs heures aussi lors de bombardements à Kiev. Il y a un abri qui est un abri comme il y en a dans tous les hôtels de la capitale ukrainienne, avec des lits de camp, des chaises, mais il n'y a rien de militaire dans cet hôtel. Oui, allez-y, Samantha. Non, ce que moi j'ai constaté dans de nombreux de mes voyages en Ukraine depuis le début de la guerre, c'est que, il faut quand même le dire, parfois des militaires se rencontrent dans des hôtels. Oui. Je l'ai vu à Tchernihiv en 2024, un hôtel avait été frappé, la rumeur était que ce matin-là, il y avait une réunion de militaires de haut niveau, c'est arrivé à Kramatorsk. C'est pas impossible que ce soit arrivé hier à Kiev. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. C'est comment est-ce que les Russes l'ont su, si ça s'est vraiment passé? Et là, c'est ça qui est de beaucoup plus grave et d'intéressant dans cette histoire. C'est que s'il y avait une réunion, c'était une réunion ad hoc, donc c'était pas un quartier général, c'était pas un quartier de commandement. Des gens s'y étaient donné rendez-vous et ça c'est su, ça c'est important à savoir. Et deux, là, les immeubles de laquelle notre correspondante nous parlait, c'est pas un QG militaire. Les femmes qui ont perdu leurs appartements, c'est pas un QG militaire. Tous les appartements, les hôpitaux qui sont bombardés depuis le début de cette guerre ne sont pas des cibles militaires. Et je crois que c'est vraiment sur ça qu'il faut insister. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On s'est tout de suite intéressé à la question du ciblage des civils. Et ce qui est intéressant à noter, c'est le nombre de missiles, bien sûr, impressionnant, et leur nature également. Parce que ils ont tous été tirés, ou presque, toute la gamme de l'arsenal russe, peut-être excepté l'Orechnik. Mais on va voir ça plus précisément ensemble. Xavier de Giacomoni, vous m'accompagnez. J'y vais lentement parce que vous avez tout le tour du plateau à faire. Donc voilà, je vous laisse le temps d'arriver avec moi devant l'écran. Xavier, plus sérieusement, rarement ou jamais peut-être autant de missiles n'avaient été tirés sur Kiev. On commence par là. 74 missiles, 496 drones. La dernière fois, il y a pile un mois, c'était le 2 juin, on avait un missile de moins. Mais là, c'est la concentration quand même sur la capitale qui a été extrêmement forte. Pour le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, c'est la plus grosse attaque sur Kiev depuis le début de la guerre. Et donc, en juin dernier, il y avait un missile de moins. Alors, il y avait des missiles de croisière, 34 Kinjal, 8 calibres, 4 Kh-59 et 69, des missiles balistiques, 24 Iskander. On va voir le détail d'ailleurs du missile Iskander. Vitesse 9000 km/h, ça commence à être extrêmement rapide. Mobile, manœuvrable en vol, portée 500 km, donc aucun problème pour toucher Kiev depuis les frontières. On voit le tir de ce missile. Surtout, ce qui est très important à retenir, c'est sa vitesse et le fait qu'il soit manœuvrable dans la phase où il va aller frapper sa cible, ce qui fait que pour les intercepteurs, c'est extrêmement difficile de pouvoir l'abattre avant qu'il ne s'abatte
s'abattent sur ces cibles qui sont la plupart du temps civiles. Il y avait aussi, et alors là c'est encore plus embêtant, les redoutables missiles de croisière hypersoniques Zircon. On les voit tirer depuis une frégate russe, puisqu'au départ c'est un missile qui est tiré depuis les bateaux. Depuis, il y a eu des lanceurs terrestres qui seraient sans doute encore en phase de test, mais qui fonctionneraient peut-être, ça c'est difficile de le savoir, mais ça en fait une arme encore plus redoutable. Vitesse 11 000 km/h, on dirait, suivant les phases de vol, entre Mach 8 et Mach 9, vous imaginez la vitesse. On le voit invisible, bon, on le voit très très peu au radar. Il va tellement vite, de toute façon, que les radars n'arrivent pas, ce qu'on appelle en termes militaires, à l'accrocher pour ensuite diriger un intercepteur sur lui. Sa portée de 1000 km, il peut être tiré d'encore plus loin, donc depuis la mer ou depuis des terres reculées en Russie, maintenant que les Russes ont mis au point cette technologie. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y avait pas d'Oreshnik. Pourquoi il n'y a pas d'Oreshnik ? Tout simplement parce que l'Oreshnik ne sert à rien, et là les Russes nous le démontrent. L'Oreshnik pourrait avoir une utilité en matière de frappe nucléaire, en termes de frappe conventionnelle, il ne sert strictement à rien. Et Xavier, ce qui vous a frappé, c'est le faible taux d'interception ukrainien. Oui, alors si le taux d'interception des drones est plutôt dans la normale, et 496 drones tirés, 476 ont été abattus. Les Ukrainiens disent qu'il y a de plus en plus de drones qui sont avec des réacteurs, des drones à réaction. Là, on voit des interceptions dans le ciel de Kiev la nuit dernière. Et les drones avec des réacteurs qui vont beaucoup plus vite, qui vont à 500 km/h, alors que les intercepteurs drones vont à 300, commencent à poser un problème. Mais là-dessus, ça s'est plutôt pas trop mal passé. En revanche, sur les missiles, seulement 48 missiles sur 74 ont été abattus. Jusqu'à maintenant, les Ukrainiens avaient des taux de réussite plus importants. Les missiles de croisière Kinjal calibre Kh-59-69 ont tous été neutralisés. Seulement 4 Iskander sur 24. C'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter ce missile-là. Et surtout, aucun Zircon, même les missiles Patriotes, n'arrivent pas à venir à bout de ce missile hypersonique, très véloce, et comme je vous le disais, qui change de trajectoire au moment d'arriver sur sa cible. Merci beaucoup, Xavier de Giacomoni. Amiral, le message... il est non seulement allé chercher dans le nombre de missiles tirés, mais également dans la nature des missiles utilisés dans cette démonstration de force de Poutine la nuit dernière. Oui, c'était pas nécessaire. Voir que les défenses aériennes des deux côtés ont été amoindries depuis assez longtemps, par manque de défense solaire, en particulier du côté ukrainien comme du côté russe, si bien que l'espace aérien est plus facilement pénétrable par les différents mobiles. Il reste sur les drones qui sont relativement lents, entre guillemets, de bonnes capacités, mais contre les missiles qui vont un petit peu plus vite, il faut au moins du Patriot, ou du FAD, en tout cas du Patriot. Et là, il y a un manque cruel, malgré les promesses de livraison de Patriot américains, d'ailleurs payés par les Européens au passage, c'est nous qui les payons. Voilà, donc l'attrition des moyens de défense aérienne, on l'a vu dans la capacité des Ukrainiens à pénétrer l'espace aérien russe. Et alors, ce qui est frappant, c'est que, et moi je ne crois pas qu'ils aient besoin de missiles de cette nature pour frapper des objectifs fixes, bien connus et relativement peu défendus. C'est vraiment là l'aspect vengeance qui compte. Donc il y avait un message dans la nature même du missile. Vous êtes d'accord pour le dire, Xavier ? Il y a un point que des interlocuteurs ukrainiens ont soulevé, c'est qu'en fait, ils pensent que les défenses antiaériennes ukrainiennes ont dépensé beaucoup trop de patriotes à tenter d'abattre des Zircons qu'ils n'ont jamais réussi à abattre, en fait. Oui, mais ils n'ont rien d'autre. Comment ? Ils n'ont rien d'autre. Ben oui. Mais et ça pourrait manquer pour les prochaines frappes. En fait, c'est comme ça qu'ils le disent. Il manque de patriotes, c'est évident. Et contre le Zircon, mais je ne sais pas si les Russes ont énormément de Zircon là. Ils en auraient une quarantaine et ils en produiraient une dizaine par mois. Je voudrais qu'on accueille sur ce plateau Alain Bauer. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, Alain Bauer. Vous êtes professeur émérite, juste ici si vous le voulez bien. Vous êtes professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, auteur du livre La vérité sur le système Epstein, qui n'a plus de mystère pour vous, presque. Paris, Londres, New York, le réseau criminel mondial qu'ils ont voulu cacher aux éditions First. On en reparlera dans quelques instants. Voilà, la pire attaque depuis le début de la guerre contre la capitale ukrainienne. Des frappes russes qui ont fait au moins 20 morts, 21 morts. Mais notre correspondante sur place assistait elle-même à la sortie de cadavres des décombres. C'est terrible ce qui s'y passe. Voilà, regardez toutes ces images des hélicoptères qui tentent d'éteindre les incendies, de 50 000 voire plus habitants de Kiev qui se sont réfugiés, les secouristes sur place.
Je parlais du réveil potentiel de la bête blessée Vladimir Poutine. Est-ce que vous souscrivez à cette hypothèse ? D'abord, il ne s'est jamais endormi, donc il n'est pas réveillé. Le deuxième, c'est que la stratégie militaire russe, soviétique ou impériale, tsariste a toujours été la même, c'est-à-dire l'escalade pour la désescalade. Là, on est plutôt dans l'escalade pour l'escalade, puisque tant que Vladimir Poutine n'a pas son petit bout de Donbass qui est l'objectif qu'il s'est fixé en intégrant le Donbass dans la Fédération de Russie et sur lequel il ne peut pas revenir puisqu'il ne peut pas perdre. D'ailleurs, c'est le seul côté à peu près totalement cohérent entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est je ne peux pas perdre, donc je ne peux que gagner, et quoi qu'il arrive, revenir au point 1, qui est que je ne peux pas perdre, donc il faut que je gagne. Il a eu une opportunité exceptionnelle qui lui a été offerte sur un plateau par Vladimir Poutine à Anchorage, qui était tu ne gagnes pas vraiment, mais tu ne perds pas vraiment, puisqu'on neutralise le petit morceau qui reste et on le transforme en zone finlandisée, comme on disait, en zone neutralisée, en zone gelée, glacée, bref, n'importe quoi. Ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché, et depuis, il y a une poussée réelle des Ukrainiens sur tout ce qui est flexible, mobile, inventif, créatif, et il ne reste aux Russes que le gros rouge qui tâche. Vous voyez, on a un phénomène qui est de viser délibérément des zones civiles, avec des équipements certes plus modernes que le missile anti-navire qui a été envoyé 2 ou 3 fois sur des zones civiles, mais le choix là qui existe, c'est que Vladimir Poutine essaye désespérément d'obtenir la reddition, non pas de l'ensemble de l'Ukraine, ça il a fait une croix dessus, il essaye de ne pas perdre la Crimée, ce qui redevient un enjeu très inattendu, puisque à peu près tous les observateurs avaient considéré que la Crimée s'était perdue, on faisait une croix dessus, parce que ça fait 2014, hein, c'est pas une guerre qui a 4 ans, mais 10 ans, et 12 ans même. Et puis là, il y a cet épisode de montée en puissance par l'étouffement énergétique de la Russie, qui est obligée de racheter son propre pétrole en négociant des prix. Quand on voit Dimitri Peskov expliquer qu'il est en train de négocier des bons tarifs pour acheter le pétrole qu'il a lui-même vendu, on se pince quand même. Et puis, la seule possibilité qu'il a, afin de ne pas être débordé sur son aile la plus extrémiste, qui dit le moment est venu d'envoyer une arme nucléaire tactique et puis comme ça va régler la question, c'est de monter les prix. Il y a plein de paradoxes dans la situation de Vladimir Poutine. Mais alors, une chose est sûre, pour revenir à votre question initiale, il n'a jamais été endormi. Mais certains s'étonnaient du manque de réaction, ou d'une réaction qui ne soit pas plus vive à la suite des humiliations répétées que l'Ukraine lui a. Voilà. Et donc la réponse est là. Mais jusqu'où ira cette réponse et cette vengeance ? Je vous propose d'écouter. On le fait pas tous les jours parce que il faut quand même le doser. Mais on a regardé ce qui se dit du côté des propagandistes à la télé russe, chez Soloviev, le propagandiste en chef. Et on promet la disparition de Kiev une nouvelle fois. On va écouter, puis on en reparle juste après. Regardez. S'il reste quoi que ce soit de l'Ukraine, l'Occident déclarera que c'est une victoire. En quoi cela nous concerne-t-il ce qu'il déclare ? Non, vraiment. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire ce que l'Occident va annoncer ? Ce n'est pas ce qu'il déclare qui compte, mais si l'Ukraine continue d'exister, ces 4 ou 5 années de guerre créeront un sentiment de revanche au sein de la société ukrainienne qui ne cessera d'augmenter. Dans ce cas, Odessa, Mykolaïv, Kiev ou Kharkiv doivent disparaître de la surface de la Terre. Voilà, donc pas que Kiev, pardonnez-moi, Odessa, Mykolaïv, Kharkiv. Et donc jusqu'où, selon vous, est-il prêt, à partir d'aujourd'hui, à aller dans sa réponse ? Vladimir Poutine ? Oui. Lui est, curieusement, le moins radical des radicaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il est modéré, faut bien se comprendre. Mais lui, il a besoin d'une victoire, il n'a pas besoin d'une défaite, il n'a pas besoin d'éliminer l'Ukraine. Brzezinski, le penseur et le concepteur stratégique du découplage entre l'Ukraine et la Russie, parce que c'est lui qui l'a pensé, même si on l'interprète mal et on le lit mal, puisqu'il ne voulait pas la fin de la Russie, il voulait justement préserver la Russie à tout prix pour éviter qu'elle tombe dans les mains de la Chine et qu'elle devienne un pantin chinois qui provoque une guerre centrale entre le nouvel hégémon, les États-Unis, qui devait être la seule puissance impériale, mais il fallait pas laisser tomber la Russie qui se précipiterait entre les mains de la Chine. La réalité aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine, il a besoin, et il explique à qui veut l'entendre, qu'il a besoin que les États-Unis forcent Kiev à une forme de reddition organisée pour éviter
l'usage d'éléments qui lui échapperaient comme une arme nucléaire tactique ou le fait d'écraser. Alors, il n'y a pas besoin d'une arme nucléaire tactique pour écraser n'importe quelle ville. Le thermobarique suffit largement, hélas, pour faire Coventry ou Dresde. On n'a pas besoin d'armes nucléaires puisqu'il n'y en avait pas à l'époque. Mais l'idée générale aujourd'hui, c'est que c'est un peu aidez-moi à terminer cette guerre pour éviter que je sombre dans mes plus excités. Et d'ailleurs, je laisse mes plus excités expliquer tout ça. D'ailleurs, Vladimir Poutine nous fait le coup, et Medvedev et Peskov nous font le coup régulier de j'ai une arme nucléaire et je peux m'en servir, et elle peut aller jusqu'à Paris, voire même Nice ou ailleurs. Donc voilà, mais tout ça, c'est un emballage d'une négociation qui n'en finit pas sur la fin du conflit ukrainien, que Volodymyr Zelensky a bien compris sur le thème « Donnez-moi de quoi fabriquer mes propres patriotes », même si ça ne répond pas, et c'était très justement expliqué, à une partie des problématiques des deux nouvelles armes à très haute vélocité et à désormais mouvement de trajectoire qui les rendent quasiment invulnérables. Je ne crois pas qu'il existe d'outils permettant de les intercepter, même dans l'armement américain. A priori, non. Ça paraît extrêmement compliqué. Donc, il n'y a pas encore de quoi, et donc il aurait 4 fois plus de patriotes, que ça ne répondrait pas à ce problème-là, c'est-à-dire ceux qui ont réussi à peu près à 100% à passer. Pour tout le reste, ils ont les moyens de régler ce problème, et donc ceci ne peut se terminer que par le retour des États-Unis à une table de négociation. Alors, négociation, il y a. Alors, on va en reparler dans quelques instants. Gardez de cette énergie. On va justement prendre la direction des États-Unis dans quelques instants pour en parler. Je voudrais maintenant qu'on analyse ensemble un autre signal. On en vient à ce mastodonte russe. Il serait le plus gros bateau de guerre de l'histoire du monde, voire de l'univers. Non, mais c'est vrai qu'on a entendu des expressions quand même assez fortes sur ce navire, qui est resté en cale pendant des années. C'est l'amiral qui va tout nous dire, et je pense avec la mesure nécessaire. Merci de m'accompagner, amiral. Présentez-nous ce géant des mers. On dit que c'est le navire le plus armé du monde qui est donc sorti des cales russes après 30 années en chantier. Oui, c'est un navire à propulsion nucléaire, un petit peu moins long que le Charles de Gaulle. J'aime bien donner des références par rapport aux choses que l'on connaît, qui est comme tous les bateaux russes et soviétiques de surface, super armés, mais peu aptes à résister aux avaries de combat. C'est la caractéristique entre les bateaux de l'Alliance et les bateaux russes. Les bateaux russes et soviétiques sont surarmés, mais ne résistent pas, et on l'a vu avec le Moskva, ne résistent pas aux avaries de combat. Les bateaux de l'OTAN, de l'Occident, sont prêts à recevoir des coups et à continuer à combattre. Alors, il est, bien sûr, tout seul, c'est une cible parce que il est un peu obsolète en matière de signature radar et de tout un tas de choses. Il n'a pas les systèmes de combat comme ont les dernières les Arleigh Burke américains en particulier, mais il représente une menace. S'il est tout seul, bien sûr, comme tous les bateaux à haute valeur ajoutée, s'il est tout seul, il est parfaitement destructible. Par quoi ? Par les sous-marins. La première menace pour un bateau, c'est un sous-marin. Alors, je rappelle que en dessous de la flottaison, ça s'appelle les œuvres vives. C'est-à-dire que si on touche avec une torpille, on coule. Au-dessus, ça s'appelle des œuvres mortes. C'est-à-dire si on touche, on fait incendie, on fait des morts, mais ça peut durer... il y a eu 4500 attaques de kamikazes japonais contre les porte-avions américains. Les 2 qui ont été coulés par des torpilles. Voilà. On a par-dessus, on risque rien. Sauf les bateaux russes, parce que c'est un arsenal qui n'est pas capable de résister aux avaries de combat. Voilà, ça c'est la première caractéristique des bateaux russes. Alors, ce navire... Maintenant, il a une panoplie de missiles qui est phénoménale. Panoplie de missiles phénoménale. Oui. Qui entoure ce navire. Lui, il a une Oui, ce navire précisément, oui. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, il a 2 fois plus de lancements de silos verticaux pour les missiles de défense et les missiles d'attaque que les Américains, par exemple. C'est-à-dire, ils sont 80 pour 90. Sauf que les bateaux américains, ils sont équipés de SM-3, là je reviens un peu sur ce que disait Alain Bauer, les SM-3 qui sont capables d'intercepter les missiles type Zircon avec une alerte avancée, etc. Mais voilà un petit peu ce que représente ce bateau. Tout seul, c'est une cible privilégiée. Voilà. Et mais il n'est pas tout seul. N'importe quel. Voilà, il ne faut pas qu'il soit tout seul. Mais la deuxième chose, c'est que la marine de surface russe, comme la marine soviétique, ne navigue pas. Et ne navigue pas en groupe. Ils restent longtemps en mouillage, ils ont de très bons sous-marins, très bons avions, mais la marine de surface ne navigue pas. Et on l'a vu en mer Noire.
Alors donc, ils sont peu entraînés à travailler ensemble. Alors, il faut préciser que c'est pas un nouveau bateau, hein. Non, c'est même un ancêtre de l'époque soviétique qui ressort des cales là aujourd'hui. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est un bateau qui a une conception de la fin de la guerre froide, hein, on dira. La fin des années 80, propulsion nucléaire, parce que ça semblait être un élément déterminant pour la mobilité, mais la mobilité a jamais été stratégique pour les Russes, et surarmé, parce que c'était la doxa dans la marine soviétique, et donc dans la marine russe, que d'avoir des bâtiments surarmés. Et donc on voit 4,6 milliards hein, pour le refaire. Mais là, il faut parler en parité de pouvoir d'achat, donc ça ne veut rien dire. Ah bon, bah... Non, mais je veux dire... On fait de notre mieux, hein, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il est présenté vraiment comme ce mastodonte, l'invincible. Ben, il a tout de même des faiblesses, encore une fois. Hein. La faiblesse, c'est que c'est un bateau qui n'a pas de furtivité en soi, avec, vous voyez, des superstructures métalliques qui sont en forme de formidables éco-radars de très très loin, avec des AWACS, etc. Et que, je veux dire, il a une faiblesse, si on le touche, c'est un peu comme le Mosva, vous savez, il a été touché par pas grand-chose, il a coulé en quelques... Voilà. Et ça, c'est pas normal. Un bateau ne doit pas couler si on le tape par-dessus. Voilà. Et ça, c'est une des grandes faiblesses. Il est là, le Mosva. C'est le Mosva. Le Mosva, exactement. Merci beaucoup d'avoir permis l'exposé de ce navire mastodonte le plus important, le plus fort, le plus incroyable de l'histoire, nous dit-on. Plus sérieusement, pourquoi il ressort maintenant? Pourquoi l'exposer? Quel est le message? Ça, on en a un, il est là. C'est une vieillerie et c'est un bâtiment de la classe Kirov. Ouais, c'est les Kirov. 83, je crois. Ouais. Voilà, ça sert à rien. Il ne flottera pas en mer Noire. Il risque autant les sous-marins que les drones sous-marins. Je rappelle que la quasi-totalité de la flotte russe a été atteinte par les premiers drones sous-marins étaient des jet skis avec des contacteurs de porte du Semtex et un contact Starlink. Ils en envoyaient 40. Ça coûtait entre 6 000 et 10 000 euros l'unité et ils ont coulé, y compris le vaisseau amiral de la flotte en mer Noire. Oui, donc voilà. En plus, il s'appelait le Kalinin avant de s'appeler l'amiral, je sais plus quoi. Donc bref, c'est pas, c'est juste pour faire joli. Et je pense qu'il restera au mouillage très longtemps, qu'on le sortira régulièrement. Et qu'il risque surtout de se faire couler ou d'avoir une avarie majeure dès qu'il voudra pointer son nez. Quant au tir des missiles depuis le bâtiment, en fonction de sa position, je sais pas bien où il faudrait le mettre. En mer Noire. Mais en mer Noire, ce qui est l'endroit où justement il y a quasiment plus personne. Je voudrais qu'on revoie les images du Mosva, puisqu'on en reparle encore et encore. Arrêtons-nous sur ce souvenir, mauvais souvenir pour les Russes, puisque ce navire amiral de la flotte russe a coulé en mer Noire dès avril 2022. Cible idéale, en effet, le même destin l'attend. En plus, les Ukrainiens montrent bien leur force ces derniers temps. Mais c'est aussi une guerre de communication, ce qui se joue là. Hein. C'est effectivement, ces images avaient traumatisé, celle que vous montrez là du 14 avril 2022, avait quand même traumatisé les Russes. C'est-à-dire que c'était la marine invincible, en tout cas du point de vue russe. Et puis, leur navire amiral était coulé par effectivement des outils assez rudimentaires utilisés par les Ukrainiens qui ont démontré, c'était le début des démonstrations ukrainiennes, démonstrations réelles, je veux dire de leur capacité, de leur ingéniosité pour contrer la puissance russe. Ce qu'ils font aujourd'hui avec ce nouveau navire, c'est répondre à ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi un message à destination de la Russie. Les Ukrainiens s'attendent pas à voir ce bateau effectivement naviguer devant le port d'Odessa. J'allais dire malheureusement pour eux parce qu'ils se feraient une joie de le couler. En revanche, c'est important pour toutes les images que vous avez montrées tout à l'heure de propagandistes russes qui vont dire mais vous voyez bien, tout va très bien, Madame la Marquise, on construit des bateaux exceptionnels, les plus grands du monde, on est la plus grande armée du monde. C'est le, comment dire, l'espèce de monde parallèle dans lequel vit Poutine que vous évoquiez tout à l'heure, qui continue et et c'est une démonstration de force qui ne servira à rien contre l'Ukraine. Alors, effectivement, il faut peut-être mettre ça en perspective avec toutes les cartes postales de communication envoyées par Poutine ces dernières heures. On a vu la réunion en urgence convoquée sur Kaliningrad. Il y a les frappes de cette nuit qui sont mortelles, mais qui sont aussi et surtout là certainement pour envoyer un message. De quoi rebattre l'image d'un Poutine à genoux, comme on l'a beaucoup dit ces derniers jours, ou au contraire, ça ne cachera pas, ce ne sera pas l'arme qui cachera la misère de la situation russe. Je donne encore un exemple. On a vu par exemple un drone Orion russe
qui a été la cible d'un tir ami. Les Russes se sont tirés sur eux-mêmes, sur un drone Orion, et on a vu ce drone exploser en vol. Ça ne suffira pas à cacher la misère russe? Moi, j'ai quand même une autre lecture de ce qui est en train de se passer, parce que on voit donc l'amiral Nakhimov réapparaître. On a vu la fermeture de certaines frontières russes vers certains États baltes et la Finlande ces derniers jours. Hier, la grande réunion sur Kaliningrad. Il faut savoir une chose, et là, je vais vous parler de Kaliningrad parce que c'est en lien avec ce qui se passe avec l'amiral Nakhimov, et aussi c'est en lien avec cette démonstration de force de la Russie. Kaliningrad, c'est donc cette exclave russe qui est au nord de la Pologne et à l'ouest de la Lituanie, qui abrite aujourd'hui une grande partie de l'arsenal, nucléaire russe, en tout cas qui pourrait atteindre l'Europe. Il y a aussi des sous-marins nucléaires et des navires nucléaires. Kaliningrad aujourd'hui est plus ou moins coupé en tout ce qui concerne son approvisionnement et en nourriture et en matériel militaire et en métallurgie. Et en quoi c'est lié selon vous donc à ce navire? Kaliningrad, pendant très longtemps, tout le fret ferroviaire qui allait à Kaliningrad passait par la Bélarus et la Lituanie. Ce chemin aujourd'hui n'est pas coupé mais fortement réduit. Kaliningrad dépend aujourd'hui quasi entièrement de l'approvisionnement par voie maritime. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Poutine est en fermant ses frontières, est en train de dire à son peuple, Kaliningrad va bientôt être assiégé. Attention. Kaliningrad est aussi important parce qu'une grande peur des pays de l'OTAN, c'est que Kaliningrad soit utilisé pour ce qu'on appelle l'accès de, je sais pas comment on dit ça en français, A2AD, le déni d'accès et interdiction de zone. C'est-à-dire que en cas de potentiel conflit, l'OTAN devra acheminer des renforts aux États baltes et Kaliningrad pourrait empêcher ces renforts d'y arriver. Il y a beaucoup de signaux que Poutine veut nous faire croire qu'il prépare quelque chose dans la mer Baltique. Et le navire Nakhimov, qui aujourd'hui est au nord, qui est vraiment près du Royaume-Uni et beaucoup plus du nord de l'Europe, pourrait beaucoup plus facilement aller vers la mer Baltique que vers la mer Noire. Donc là, il y a des signalements qui ne sont pas forcément que de la communication. On ne sait pas avec Poutine. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Alors justement, qui se ferment. Et surtout en mer. Effectivement, la sensation qu'on a eue en préparant cette émission, c'est que beaucoup de choses se passaient en mer. Alors parce que ces derniers jours, on a vu plusieurs signaux. On a vu Poutine renforcer sa flotte fantôme. On a vu qu'il pouvait armer certains de ses navires. On a vu quelques images de mitrailleuses, Info Times d'ailleurs, qui nous a montré ces images de canons repérés sur la passerelle de l'un des principaux méthaniers russes. On a aussi l'histoire d'un navire de Greenpeace ces dernières heures qui a été obligé de rebrousser chemin sous la pression des Russes. Donc, je vous le disais, il n'y a pas que la flotte fantôme. Donc, il y a d'autres navires qui ont été armés. Un navire méthanier notamment, l'un de ces navires qui alimente en gaz l'enclave de Kaliningrad. Vous êtes d'accord, il se passe quelque chose en mer en ce qui concerne la Russie? Il se passe quelque chose en mer parce qu'on arraisonne de plus en plus de pétroliers de la flotte fantôme. C'est-à-dire qu'après avoir beaucoup parlé, on a commencé à agir, les Français et les Anglais particulièrement. Alors ça amène des retours de flammes, d'abord de démonstration de force autour des côtes britanniques, avec une sorte de difficulté pour ce qui reste de la marine britannique d'intervenir. Et puis le fait d'augmenter les tarifs, c'est-à-dire que il est encore assez facile d'arraisonner un bâtiment en envoyant une vedette ou des équipes des forces spéciales descendre en rappel d'un hélicoptère. C'est pas la même chose de recevoir une giclée de balles et de savoir si on va ou pas répondre. Et donc, c'est toujours la même chose. Escalade, pour la désescalade. Vous arraisonnez nos bâtiments, d'accord, mais pour l'instant, c'était vous qui aviez la force des armes. La prochaine fois, on vous explique qu'on va tirer. Et donc, la question qui va se poser dans les états-majors et les responsables politiques, c'est est-ce qu'on va jusqu'à un affrontement armé pour prendre d'assaut un pétrolier de la flotte fantôme ou interdire d'accès à un bâtiment russe sous sanction ou un faux bâtiment russe sous sanction abattant un pavillon de Trinidad et Tobago. Et la question est toujours la même, c'est-à-dire que les Russes montent les enchères et disent « chiche ». Ils veulent pas aller à l'affrontement, ils vous expliquent que vous ne voulez pas aller à l'affrontement, et ce qui est en général assez vrai.
Amiral, vous êtes d'accord? Et avec la tension sur mer, surtout du côté de Kaliningrad? Je veux juste dire que contre le terrorisme maritime, c'est-à-dire les bateaux tournés par des terroristes et par d'autres tas de choses, les puissances occidentales se sont entraînées à non pas à descendre en rappel comme ça, de façon paisible, de façon un petit peu plus dure. Mais on peut aller vers ce que vous dites avec des pertes, bien sûr, des deux côtés. Alors Kaliningrad, c'est vous savez que dans la stratégie navale, les narines, la Baltique et le Bosphore, on ferme les narines de l'ours soviétique pour l'empêcher de sortir. Et donc la mer Baltique, avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, est devenue une mer otanienne. Et il est de plus en plus difficile pour les Russes de sortir ou de rentrer en Baltique et de faire ce qu'ils veulent en Baltique. Et là, les Suédois, en particulier, sont très attentifs, qui possèdent une armée tout à fait respectable. Alors, Kaliningrad, je connais pas assez le sujet pour savoir quel est l'intérêt stratégique. Les sous-marins soviétiques de lanceurs d'engins sont au nord, à Mourmansk. Ils sont en pleine mer. Ils sont pas au fond de la Baltique. Donc donc il y a des sous-marins. L'idée de Kaliningrad, c'est de donner l'impression aux Russes que Kaliningrad est en train d'être. Mais là, je suis d'accord avec vous. Si vous permettez juste 30 secondes. 30 secondes, parce que Sky News, donc la chaîne britannique aujourd'hui, a publié le rapport d'un think tank britannique selon lequel toute la flotte fantôme serait responsable des attaques. Alors justement, en fait, vous me faites une transition parfaite parce que c'est exactement ce dont on va vous parler maintenant. Non, mais du coup, merci Samantha. La Russie a vraisemblablement utilisé effectivement des navires fantômes pour lancer des drones au-dessus de l'Europe, non seulement pour perturber le trafic aérien civil et surveiller des activités militaires, mais aussi pour survoler des sites nucléaires à travers tout le vieux continent. C'est un nouveau rapport de l'International Institute of Strategic Studies qui le dit. Pendant près de 18 mois, des drones supposément liés à la Russie ont ainsi survolé et espionné des sites nucléaires au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et par exemple, et on vous en a parlé dans cette émission, la base de Kleinborgel dans le Limbourg ou encore celle de l'île Longue en France, c'est la Bretagne. Quel niveau d'inquiétude cela doit impliquer chez nous, puisque ces incidents constituent, selon le centre de réflexion, je cite, un échec stratégique pour l'Europe, puisqu'ils mettent en évidence notre incapacité de défense aérienne face à une telle menace. Notre incapacité de défense aérienne, le refus d'accepter la problématique des drones, l'aveuglement total sur le bouleversement total que le drone provoque en termes de mécanisme de guerre, comme toujours. La technologie bouleverse la guerre et une partie de ceux qui nous gouvernent estiment qu'il faut toujours être prêt à la guerre d'avant et ont le plus grand mal à se préparer à la guerre d'après. Et d'ailleurs, à ce jour, 4 ans après le début de la guerre d'Ukraine, alors que l'Ukraine est le modèle de la transformation, miniaturisation, mirvisation, dronisation et même robotisation désormais, nous sommes encore à nous poser la question de savoir comment on va faire pour rattraper notre retard, alors même que nous avons parmi les meilleures start-up du monde qui attendent toujours qu'une commande de la DGA leur arrive après 8 essais, 42 tampons et 8 commissions de réflexion sur est-ce que c'est bien le sujet. Donc voilà, rien n'a changé. Rien n'a changé depuis le l'arme blindée du capitaine de Gaulle sur le fait que ça allait peut-être être utile les blindés et que peut-être le pantalon rouge pour faire la guerre dans les tranchées c'était pas une bonne idée. Nous n'avons guère progressé et malgré les rappels à l'ordre puissants du chef d'état-major des armées, le général de Villiers, puni pour avoir dit la vérité, ou du général Burkhardt récemment, et probablement d'ailleurs de ses successeurs. Il y a un sujet majeur, c'est que nous avons raté la dronisation, raté totalement. Pas raté en termes de pensée ou de conception ou de recherche-développement, raté en termes de militarisation. Alain Bauer, ils nous espionnent, donc ils espionnent nos sites nucléaires via des drones. Oui. Quel type d'informations ? Ils n'ont pas besoin que de ça. Non, mais nous espionnent beaucoup. Quel type d'informations peuvent-ils du coup, ou ont-ils même récupéré ? C'est pas un problème d'information, c'est la démonstration de leur puissance et de notre impuissance. Oui, mais nous, on a cette curiosité. Je vous ai posé, bien sûr, ma première question a été celle de la démonstration de notre impuissance, mais on a quand même envie en tant que novices, de savoir s'ils ont été en mesure de récupérer comme information nous concernant.
Est-ce que vous pensez qu'ils ont réussi à obtenir de la matière, vous voyez ce que je veux dire, des informations sur nos infrastructures qu'ils récupèrent, c'est par des méthodes cyber, d'intrusion dans nos systèmes informatiques. Il y en a des centaines, voire des milliers tous les jours. On n'est malheureusement pas beaucoup mieux armés sur le sujet. Alors là, c'est plus un problème de penser sur le thème que nous sommes vulnérables et que le mot de passe avec le nom du chat et votre date de naissance, c'est pas une bonne idée. Que le changer régulièrement, ça serait plutôt meilleur. Que d'avoir des doubles systèmes de vérification, c'est encore meilleur. La quasi-totalité de nos systèmes de données publiques ont été hackés au cours de l'année qui vient de se passer. Pas en 2016, pas en 2006, pas en 1996, en 2026, ce qui prouve le temps que notre immense appareil bureaucratique met à se mettre à jour sur la réalité. Et je pense que on va en avoir encore quelques-uns. Donc je pense que c'est pas vraiment la captation de données qui est l'élément important. Alors, est-ce que si c'est un test, il est raté, un test pour l'OTAN ? Et est-ce que c'est plutôt bien joué du côté de la Russie, puisque je lis toujours dans ce rapport que ces manœuvres russes avaient bien pour objectif de rester en dessous du seuil susceptible de déclencher des discussions, cette capacité à flirter toujours avec nos limites et nous à les dépasser peut-être. C'est-à-dire qu'on a vu et beaucoup commenté, on en a parlé souvent ici, des survols de drones, sur des lieux typiquement des aéroports, genre de choses qui ont fait peur et légitimement qui ont fait peur, mais qui ont sans doute masqué la réalité, qui était qu'il y avait beaucoup plus de surveillance que de perturbation des trafics aériens. Souvenez-vous, il y a des aéroports qui ont fermé pendant quelques heures parce qu'il y avait des survols de drones. Notamment, on a su après des drones qui avaient décollé de navires fantômes de la flotte fantôme russe qui passait au large des côtes. Est-ce que c'est un échec ? Oui, probablement, c'est ce que Alain Bauer vient d'expliquer. Maintenant, ce qu'il faut réussir à savoir, c'est ce qu'ils savent, et ça, c'est les services de renseignement et de contre-terrorisme et de contre-espionnage, qui essayent de le savoir. L'île Longue a été surveillée, qu'on voit là à l'image, donc la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français dans le Finistère. Elle a été survolée à plusieurs reprises. Maintenant, si c'est juste un survol des sous-marins à la cale, des images, elles existent. S'il y a d'autres choses, c'est plus embêtant. Amiral. Moi, je dirais que, paradoxalement, ces survols de drones ont permis de faire avancer la législation, car le problème qu'on a en France, c'est que les sites militaires avec les gros terrains militaires, défense d'entrée, etc., ça n'impressionne personne parce que tout voyou peut rentrer. On sait bien qu'on va pas l'abattre. On n'est pas en Russie ni en Chine. Hein. Donc là, après les survols de drones, on a quand même adapté la législation qui fait que maintenant, nos surveillants, les fusiliers marins qui sont là, puisque c'est une base marine, peuvent descendre, détruire des drones, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, on se contentait de brouiller, de faire peur, d'essayer de les faire tomber. Et là, il y a une évolution. Mais cette évolution, je ferai un parallèle qui est peut-être pas très, très intelligent, mais c'est la lutte contre la délinquance. Tant que c'est de la petite délinquance, on ne sait pas comment lutter. Et si on considère que c'est de la grosse délinquance, on a les moyens juridiques de lutter. Bon, quant au cyber, ça fait plus de 16 ans qu'il y a un commandement cyber à l'état-major des armées, mais je suis d'accord avec vous. Qui manque de moyens. La machine ne suit pas. Voilà. Allez-y, Samantha et Xavier. Alors en fait, ils ont recueilli des informations. Ils ont recueilli l'information qu'il est possible de s'approcher de ces installations. Ça, du point de vue du renseignement, c'est déjà énorme. Ils ont aussi vu que nous réagissons, mais nous réagissons après. Et c'est toujours ça le problème avec les provocations russes, c'est que les Russes provoquent, il y a une réaction, mais c'est toujours l'après. Et ça, c'est une information qui a quand même une certaine valeur. Autre information, c'est que normalement, autour de ces sites, comme autour des centrales nucléaires en France, et des systèmes de brouillage, les drones civils ne peuvent pas les survoler. Donc, ils sont aussi en train de voir quels sont les systèmes électroniques de brouillage qui sont autour de ces sites, même s'il ne reste que 5 minutes au-dessus, ils vont pas pouvoir surveiller ni le personnel, ni avoir encore moins un aperçu de ce qu'il y a dedans. Mais c'est notre réaction aussi qui est une information importante à exploiter. Et après, je donne la parole à Alain Bauer. Ça fait des dizaines d'années, l'amiral le sait bien, qu'il y a des touristes russes, chinois ou d'autres pays qui se promènent comme par hasard sur la pointe des Espagnols, au sud du Goulet de Brest, au moment où il y a des sous-marins qui sortent. Pourquoi ? Pour savoir à quelle heure il est parti, à quel endroit il va se diluer dans l'Atlantique, parce qu'après, c'est plus facile d'estimer les destinations qu'il pourrait prendre. Les drones peuvent servir à ça. En revanche, quand le sous-marin est dans sa cale, hangar en fait, c'est une base sous-marine, le sous-marin rentre dedans dans l'eau, mais au-dessus, il y a un plafond, il y a le haut du hangar, les drones ne voient plus rien. Donc le danger, il est relativement limité. En revanche, je suis d'accord avec Alain Bauer, on a un retard phénoménal, ça ne devrait
devrait pas se produire. Ces bases devraient être brouillées en permanence sur les fréquences les plus courantes au moins. Parce que il peut aussi y avoir des amateurs qui s'amusent à voir si on peut survoler l'île Longue ou pas. Alain Bauer. Non, mais c'est une démonstration. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ces drones sont là, quelle qu'elle soit, notre absence de réaction est une démonstration de faiblesse qui renforce la capacité des Russes à essayer autre chose, encore plus, de manière plus forte. Et quand je dis les Russes et les autres d'ailleurs, parce que en la matière, la miniaturisation des drones nous amène maintenant à trouver aussi des drones dont la taille est tellement petite que eux-mêmes pourraient se trouver là à l'intérieur. Les drones des forces spéciales, comme des moustiques, qui pourraient rentrer dans le hangar, voire dans le sous-marin. Il faut intégrer que nous n'avons pas encore décidé de nous défendre. Nous n'avons pas décidé. Voilà. On a mis Marc Bloch au Panthéon, on n'a rien écouté, ni rien lu de ce qu'il nous a laissé comme legs. Voilà, l'incroyable défaite, c'est ce que nous sommes en train de vivre encore et encore, comme si nous n'apprenions jamais rien. Et en la matière, nous avons un modèle qui s'appelle l'Ukraine, c'est par ailleurs notre allié, et donc plutôt que de nous demander si ça coûte cher d'aller aider les Ukrainiens, on ferait mieux d'importer des Ukrainiens pour moderniser totalement notre défense anti-aérienne et anti-drone, parce que eux, ils sont en avance et nous sommes en retard. Profitons-en. Au regard de tout ce qu'on vient de se dire depuis le début de cette émission, vous avez évoqué Donald Trump. Pour vous, Donald Trump est-il en train de choisir son camp, et ce serait le camp ukrainien? Le vent est-il en train de tourner, vous qui connaissez parfaitement par ailleurs les États-Unis? Non, Donald Trump a un camp qui est le camp de Donald Trump. Donc cette question ne se pose pas, quel que soit le sujet d'ailleurs. Le sujet est le camp de Donald Trump, qui devient évidemment par nature celui des États-Unis, même si c'est pas toujours évident. Non, Donald Trump, il aime bien les gagnants et il considère désormais que Zelensky est un winner et que Poutine est un loser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Mais après, il n'y a pas plus de patriotes qui sont là. Le missile dont vous avez parlé, parce que je me suis posé un problème, en fait, il est juste en démonstration. Il n'est pas encore effectif. Il est sur le Zumwalt, le nouveau bateau qui a lui-même 12 ans de retard pour les États-Unis, et le SM-6, je crois que c'est... c'est le 6, mais le 3... C'est le 6 qui serait plus adapté contre le Zircon éventuellement. C'est le 6 qui est annoncé comme étant adapté, et malheureusement, il est qu'en phase d'essai. Vous avez raison, il va exister, mais on voit à quel point on est toujours extraordinairement en retard sur ces questions. Donc Donald Trump, il va essayer de refaire le coup d'Anchorage, en disant, bon... Maintenant, le moment est peut-être venu, je suis un faiseur de paix. Vous allez voir, là, on va sortir de la séquence de 150 ans et autres occupations. Vous savez qu'il a un programme aujourd'hui composé d'absolument rien sur son agenda. Donc on va peut-être la voir à la télévision où il va nous faire quelques tweets. Mais en fait, il est dans autre chose dans sa tête pour l'instant, c'est-à-dire liquider tous les opposants à l'intérieur du Parti républicain, puisqu'il y a les primaires et qu'ils sont tous en train d'être liquidés, tous. Ensuite, voir comment il va essayer de ne pas trop perdre les élections intermédiaires, les midterms, en changeant le mode électoral, en décidant que la Poste ne pourra plus récupérer les bulletins s'il n'a pas une liste électorale à jour, ce qui revient à contourner la législation actuelle. Bref, il y a plein de manœuvres qui sont en cours pour éviter ça, mais Donald Trump aujourd'hui, il n'a pas décidé de lâcher Poutine, il n'a pas décidé de soutenir Zelensky, il compte les points, et à un moment donné, il va essayer de voir ce qui est le plus profitable pour lui, c'est-à-dire de refaire une offre à Vladimir Poutine, en disant, tu vois, celle d'Anchorage, c'était pas si mal, peut-être vas-tu pouvoir prendre celle-ci, qui reprendra, c'est comme les offres avec l'Iran, vous en avez 18 versions, mais c'est toujours la même, les 14 points de la première réunion qui avait échoué, et donc on va retrouver l'offre d'Anchorage légèrement revisitée, avec un Zelensky plus assuré qu'avant, et un Poutine plus affaibli qu'avant. Mais on sera toujours là, et on sera toujours sur ce petit bout de Donbass dont il va falloir trouver une solution. Alors, Donald Trump, par ailleurs, très occupé à s'enrichir, doivent se dire certains, au regard de cette information. Accrochez-vous, en 2 ans, la fortune du président américain a presque triplé, entre biens immobiliers, terrains de golf à plusieurs millions de dollars, investissements surtout dans la crypto-monnaie. On parle de milliards, je n'ai pas précisé, milliards. D'où ça vient? Est-ce légal? Toutes les questions que ça pose. D'abord, on commence avec Lucas Manger par exposer tout ce qu'il faut savoir pour nos téléspectateurs. Alors, première question, Lucas. Jamais un président des États-Unis ne s'était enrichi comme Trump depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. D'où viennent ces revenus faramineux? Alors d'abord, il faut savoir qu'il est contraint par la loi de révéler son patrimoine et ses revenus. Et donc, effectivement, vous l'avez dit, Amélie, c'est un document de 900 pages du Bureau d'éthique gouvernementale qui a permis de savoir exactement d'où
d'où venait et comment surtout Trump multipliait l'argent. De 2,3 à 7,6 milliards de dollars, donc selon Forbes. Alors, c'est une fortune historiquement constituée, on le sait, c'est un magnat de l'immobilier, les terrains de golf, qui lui ont rapporté énormément d'argent dans le passé et encore aujourd'hui. Ce qui lui a fait gagner le plus d'argent, ce sont les crypto-monnaies, 1,4 milliard de dollars. Il a fondé sa propre entreprise, vous vous souvenez, la World Liberty Financial avec sa famille et la famille Witkoff. Il a créé ensuite sa propre monnaie, la WLFI, dont les ventes lui ont rapporté 520 millions de dollars cette dernière année. Ses propriétés, alors là on voit la propriété la plus célèbre, c'est Mar-a-Lago, on la voit régulièrement puisqu'il y passe tous ses week-ends. Mais il y a aussi des vignobles qui sont en Virginie. On va peut-être voir voilà, le vin Donald Trump, les vignobles qui sont en Virginie, et puis les golfs évidemment qu'il a un peu partout dans le monde, mais notamment des golfs en Floride. Mais il y a aussi, et ça c'est plus récent, c'est on dit des goodies aux États-Unis, mais des produits dérivés. Merci, des produits dérivés avec des montres. Regardez les belles montres Trump, des autocollants, des parfums. On peut en débattre après. Voilà, et même des bibles Donald Trump. Les bibles Donald Trump. Deuxième question, est-ce que tous ces gains sont parfaitement légaux ? La Maison-Blanche l'assure absolument, il n'y a aucun problème. Le porte-parole précise, ni le président ni sa famille ne se sont jamais trouvés dans une situation de conflit d'intérêts. Il y a quand même quelques éléments un peu troublants et je pense que l'affaire n'est pas terminée aux États-Unis. Le Genius Act, c'est une loi qui régule le secteur de crypto-monnaie qu'il a fait voter lui-même l'été dernier et qui arrange bien ses affaires. Et puis, des choses qui peuvent un peu plus choquer à point de vue international. Il a obtenu que le G20 de décembre prochain aux États-Unis soit dans l'un de ses golf hotels. Ça sera dans celui-là, le Doral, près de Miami. Et ça va lui rapporter 122 millions de dollars. Autre argument de la Maison-Blanche, de toute façon, Trump ne touche absolument pas d'argent. Tous ses actifs sont logés dans un trust qui est géré par un de ses fils, Donald Trump Jr. Merci beaucoup, Lucas. On prend la direction de Washington pour vous retrouver. Hélène Bonnet, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Est-ce que ces informations font l'effet d'une petite bombe du côté des États-Unis ? Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a deux types de réactions, Amélie. Alors, il y a bien sûr la réaction du côté des médias démocrates qui ont abondamment écrit et commenté ces révélations depuis hier. Alors, ce qui chagrine, c'est pas tellement que le président devienne riche, c'est qu'il devienne riche en utilisant la présidence. C'est ce que dit le Wall Street Journal, qui est pas forcément le journal le plus à gauche ici aux États-Unis. Ils disent que c'est une démonstration d'utilisation de la présidence à des fins de profit familial et que rien que pour ça, en fait, ça pose problème. D'ailleurs, hier, quand Donald Trump essayait de s'expliquer sur le sujet, il y avait en arrière-plan de l'interview 2 de ses fils qui étaient présents. On sait qu'ils sont très impliqués dans ces affaires et qu'ils l'accompagnent en permanence lors de ses déplacements. Et c'est ça qui était pointé du doigt, ce côté assumé, alors que des Américains ont du mal à payer leur santé ou alors leur essence en ce moment à cause de la guerre en Iran. Et puis, vous avez des réactions qui prennent la défense de Donald Trump, du côté plutôt conservateur, où là, on salue le businessman qui a réussi et on explique notamment du côté de la Maison-Blanche que c'est une des raisons pour laquelle il a été élu Donald Trump. Donc il y a cette défense qui s'est mise en place et je parlais avec des supporters à lui il y a quelques jours ici à Washington et ce qui est assez frappant, c'est de voir que sur tous les dossiers, que ce soit l'enrichissement personnel, l'économie ou l'Iran, eh bien quelque part il lui laisse tout passer même si tout n'est pas parfait. Donc on voit vraiment un pays qui est extrêmement polarisé sur ce sujet-là aussi. Merci beaucoup Hélène Bonnet, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Washington. Je crois que vous devez rentrer à la Maison-Blanche, donc on va vous laisser filer, en effet, vous avez du boulot. Cet enrichissement, à quel point il doit nous interroger ? À quel point il vous percute, vous, Samantha de Mendern ? Moi je trouve que c'est obscène, mais bon, c'est un point de vue très personnel. Juste quelques chiffres intéressants. Les revenus de Donald Trump en 2024, donc avant qu'il devienne président, étaient d'un modeste 622 millions de dollars. 2025, donc après qu'il soit président, 2,2 milliards de dollars de revenus. Quelqu'un qui est censé être en train de s'occuper d'autre chose que de gagner de l'argent. Le conflit d'intérêts, pour moi, il est absolument énorme. Il dit « moi j'ai gagné beaucoup d'argent en bourse », mais
Donald Trump est la personne au monde dont le moindre mot, le moindre tweet peut faire bouger la bourse de façon fulgurante. Donc, et il n'y a qu'à regarder toutes les questions qui se posent sur les gros achats, par exemple, ou de vente de pétrole juste avant certaines frappes en Iran, sur le fait que, par exemple, il a gagné énormément d'argent via des crypto-monnaies, qu'il a fait. Il a fait passer des lois pour permettre l'utilisation de certaines cryptos comme la Safecoin dont il en a énormément. Il a fait pardonner le directeur de Binance, qui est une grande société de crypto, qui était en prison pour fraude, qui maintenant a pu sortir de prison et qui participe, qui est un investisseur dans une des boîtes crypto de Donald Trump, sans parler des affaires à l'étranger à Abu Dhabi qui a investi dans sa World Liberty Fund, qui est aussi une autre boîte de crypto. C'est les affaires avec son fils et les fils Witkoff à Abu Dhabi. Si vous voulez, la liste est tellement longue qu'on pourrait rester ici jusqu'à minuit. Dernière chose, Trump a aussi fait passer une loi qui fait que pour lui, pour le reste de sa vie, pour lui et pour sa famille, il n'aura aucun contrôle fiscal. Mais si vous ne trouvez pas ça absolument scandaleux, je ne sais pas ce qui va vous étonner. Je vais poser la question de manière un peu provoque, mais pour vous, Lucas Manger, c'est pour ça qu'il est président, qu'il a eu envie d'être président, surtout pour le business, les milliards et tout ce que ça lui permet de toucher par ailleurs. Il a toujours tout confondu. Enfin, je veux dire, il a confondu pouvoir et argent. Je sais pas ce que Trump a dans la tête du tout. Ce qui est sûr, enfin, Samantha vient d'en faire la démonstration, c'est l'enrichissement ahurissant et unique dans l'histoire américaine. Enfin, je veux dire, aucun président américain ne s'est enrichi de cette manière. Et dans le monde occidental, généralement, les présidents ont plutôt tendance à s'appauvrir quand ils sont riches avant, parce qu'ils n'ont pas des revenus pareils. Il y a quelque chose de la forme de la sidération, effectivement, mais il mélange tout. Regardez les images récentes de son premier vol avec l'avion qui a été offert par le Qatar. Rien que le fait que le Qatar offre un avion dont il considère que c'est quasiment son avion, alors que c'est Air Force One, l'avion de la présidence américaine. Il y a une confusion complète entre où cette histoire c'est un simple détail. Quand il va à Mar-a-Lago le week-end, le Secret Service, qui est donc le service qui est chargé de la protection du président américain, est logé obligatoirement là où est le président. Et donc le président fait payer les chambres au Secret Service, c'est-à-dire que l'État américain paye des chambres, donc s'enrichit tous les week-ends, en ne faisant rien d'autre qu'aller jouer au golf à Mar-a-Lago. Il enrichit sa famille au détriment du contribuable américain. Et à quel point il profite financièrement de la géopolitique, c'est-à-dire traiter du Proche et du Moyen-Orient, de la Russie, etc. Est-ce que ça lui rapporte ? Sur le Proche-Orient, c'est sûr. Sur la Russie, pour l'instant, il n'y a pas de certitude, mais sur le Proche-Orient, c'est sûr que les accords d'Abraham qu'il a énormément poussés, qui sont des accords de paix entre Israël, pour l'instant, les Émirats Arabes Unis, le Maroc et Bahreïn de mémoire, que l'Arabie Saoudite n'a pas encore signé, favorisent le business dans cette région et donc les investissements des familles Trump et Witkoff. Donc indirectement, enfin pas indirectement, directement, ça lui rapporte effectivement. Donald Trump a réagi et bien sûr il se défend. Regardez. Eh bien, j'ai gagné beaucoup d'argent avant de devenir président. Ils investissent mes fonds et je ne leur parle pas. Je ne leur adresse même jamais la parole. Vous savez pourquoi je réalise des bénéfices ? Parce que la bourse monte. Tout le monde y gagne. Avez-vous un plan d'épargne retraite ? Comment s'est comporté le vôtre ? Il a peut-être grimpé de 85%, non ? Merci, président Trump. Nous en profitons donc tous. Moi, j'en profite parce que je dispose de beaucoup d'argent et de liquidités. Tout le monde y gagne. Lui, il gagne particulièrement parce que lui, il va devenir multimilliardaire alors que sa fortune n'était pas si considérable que ça, en fait. Moralement, c'est totalement inacceptable. Légalement, on verra parce qu'il y a quand même des lois aux États-Unis. Il y a des institutions qui peuvent finalement le poursuivre peut-être quand il sera plus président. En ce moment, c'est difficile, même si on verra s'il y a un impeachment possible après les midterms. Ce sera extrêmement difficile, mais c'est totalement abject. L'avion, c'est 400 millions de dollars et 400 millions de dollars aussi par le contribuable américain pour le remettre en état et le mettre aux normes de sécurité dignes d'un président des États-Unis d'Amérique. Et à la fin, l'avion sera reversé à sa fondation.
sous la forme d'une bibliothèque d'ailleurs. Donc il servira même pas au prochain président. Non, il servira pas. Non, il y aura il y a 2 nouveaux avions qui sont en commande, mais lui pourra continuer à s'en servir. Donc effectivement, il pense que c'est son avion parce que virtuellement c'est son avion. Et la pression qu'il met aux pays du Golfe, notamment pour engranger des bénéfices, la manipulation des cours sur le pétrole, mais pas que, tout ça est totalement délirant. Est-ce que tout ça peut avoir un impact quand même dans l'opinion aux États-Unis? Le voilà loin de partager les problèmes quotidiens des Américains qui sont dans le dur à cause de l'inflation, notamment en raison de sa guerre contre l'Iran. Ça peut jouer lors des prochaines midterms, mais en même temps, vous savez, il y a il y a aussi une fascination aux États-Unis pour les entrepreneurs qui réussissent. Et c'est d'ailleurs, quand on l'entend parler hier sur le tarmac, en disant, bah oui, écoutez, j'ai beaucoup de cash, ça me rapporte beaucoup. Il a une grande fierté à être riche. Vous avez un plan retraite, ça vous rapporte aussi. Voilà. Dans le monde, ce qui est sûr, c'est que dans le monde MAGA, comme on dit, donc sa base de supporters traditionnels et fermes, au contraire, ça le renforce. Pour des Américains pauvres, effectivement, il y a quelque chose d'absolument indécent. Maintenant, il faudra attendre les midterms de novembre pour voir si ça joue vraiment en termes électoraux. Vous avez posé une question très intéressante, c'est est-ce qu'il s'est enrichi grâce au pourparlers entre la Russie et l'Ukraine? Il voulait s'enrichir et c'était ça sa motivation principale. Souvenez-vous de tous les rendez-vous de soi-disant négociations qui a eu lieu, que ce soit à Istanbul, que ce soit à Abu Dhabi, que ce soit même à Anchorage. Chaque fois, Poutine était accompagné de Kirill Dmitriev, qui est à la tête du fonds d'investissement russe. Chaque fois, Steve Witkoff était en face de lui et chaque fois, Trump disait, nous avons parlé de tous les deals business que nous allons pouvoir faire si, une fois que cette guerre sera terminée. Avec les Iraniens aussi, hein. Avec les Iraniens aussi. Donc, tout ce qui le motive, c'est le fric. Je ne pense pas qu'il ait été président que pour faire du fric. Je pense qu'il a voulu être président parce qu'il a aussi un ego absolument démesuré et quoi de plus satisfaisant pour son ego ou pour l'ego de n'importe qui d'ailleurs que d'être président des États-Unis. Et en plus, c'est une opportunité en or pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Je lisais Marion von Rottergem, que vous connaissez bien sur cette antenne, qui écrivait « Le populisme rapporte par la corruption ». Est-ce qu'on peut parler de corruption ? Est-ce que le populisme rapporte par la corruption ? Oui, des enquêtes qui auront lieu probablement. Maintenant, est-ce que Trump, effectivement, du fait de son espèce d'immunité permanente, iront jusqu'au bout ? Mais sur les histoires de cours de bourse et de possibilités de manipulation des cours de bourse avec des annonces régulières, notamment pendant la guerre avec l'Iran, il y a des enquêtes qui sont en cours, mais qui vont prendre énormément de temps. Est-ce que si c'est de la corruption, ce sera démontré par la justice ? Mais vous savez, Trump disait quelque chose qui a marqué, s'il disait, vous savez, moi je peux assassiner quelqu'un sur la 5e avenue, personne ne m'arrêtera. Et de ce point de vue-là, en fait, toutes les tentatives d'impeachment, il a gagné tous ses procès, il a une sorte d'invincibilité qui durera peut-être pas. Il a été condamné pour agression sexuelle, quand même. Mais condamné pour agression sexuelle. Et non, mais je parlais sur la finance. Mais... Oui. Merci Luc Amanger. Merci beaucoup Amiral d'avoir été avec nous. Merci Xavier de Giacomoni. Merci beaucoup Samantha Bendern. Merci encore à Alain Bauer qui a été avec nous pendant cette émission. Merci beaucoup à vous de nous regarder et vous pouvez nous retrouver en podcast avec le QR code qui est là. Vous scannez, vous flashez, vous nous retrouvez toutes les plateformes habituelles. Vous avez Deezer, vous avez Spotify, vous avez Apple Podcast. Ben oui, j'ai eu un petit oubli comme ça, mais c'est pas grave.